Soyez créatifs, écoutez, puis avancez, foncez. Écoute, c'est incroyable parce qu'à partir de rien, elle a créé sa propre richesse. C'est absolument incroyable. Donc, l'immobilier, c'est de la créativité. Puis, exactement. Il faut être artiste, je pense. Oui, il faut être artiste à la base. Oui, il faut être vraiment des artistes à la base. Moi, je me rappelle d'avoir fait des études de marché de véhicules routiers qui passaient par jour parce qu'on a besoin de ça. Puis des fois, DJMA n'est pas présent à certains secteurs. Bonjour à tous, ici Sophia Méliani, courtier immobilier pour PMML. Aujourd'hui, pour notre podcast Tout terrain, on reçoit comme invité Jean-François Carrière. Bonjour Jean-François. Bonjour Sophie. Ça fait un plaisir de te recevoir aujourd'hui dans nos bureaux. On est très heureux de t'avoir ici. J'espère que tu vas pouvoir nous donner du contenu très intéressant. Ça, c'est sûr et certain que les internautes attendent que ça, de savoir quels sont les trucs de Jean-François Carrière. Mais avant de parler un petit peu de tes astuces, tes trucs, ton expérience, ton expertise, nous autres, on aimerait savoir c'est qui Jean-François Carrière? Comment ça a commencé tout ça? L'immobilier, en fait, est arrivé un peu par pur hasard. Ouais. Donc, je viens d'une famille d'entrepreneurs, entrepreneurs spécialisés en protection incendie. Okay. Donc, de grand-père en père en fils. Mon père a repris la business, puis autour des années 90-91, on a reparti la société du grand-père, okay. AL Carrière Extincteur, qui existe encore aujourd'hui et que j'ai vendu mes participations en fin 2006, début 2007. Et mon frère a continué dans cette avenue-là. Et moi, je me suis retiré parce que je voulais avoir des idées. J'avais des idées de grandeur. Et puis, à ce moment-là, c'est ce qui m'a propulsé par inadvertance absolument en immobilier. Donc, j'étais en transition, à un moment donné, entrepreneur général, et puis aussi, je faisais un petit peu de financement, intermédiaire de marché en financement. Je connaissais des gens, mais j'étais tout le temps en train d'améliorer certains produits, certains projets. Puis à un moment donné, alors que je me retrouve dans un bar, resto-bar, sur le boulevard des Laurentides à Laval, je rencontre un client qui voulait mettre le bar à terre pour pouvoir faire des maisons, des condos. Ouais. Et puis, il m'a appelé pour le financement. Et à ce moment-là, j'ai pas fait le deal avec lui, mais en sortant, il y avait quelqu'un dans le bar et celui-ci a entendu ce que je disais. Là, il a dit « Hey, t'as accès à du financement? » Je dis « Oui, oui. » Fait qu'on s'est rencontrés autour de l'auto et puis on a avancé là-dessus. Puis il m'a dit « Moi, j'ai une opportunité à Trois-Rivières et j'aimerais ça qu'on en reparle. » Donc, je dis « Sans problème, on se rencontre la semaine d'après. On déjeune, on fait un deal et la semaine d'après, donc, à l'intérieur de 2 semaines, je me retrouvais dans le bureau du maire Yves Lévesque à Trois-Rivières. J'étais supposé d'être une rencontre de 15 minutes. Et puis, Yves était enjoué par ma vision que j'avais sur le terrain à Trois-Rivières, sur le boulevard des Forges, juste en face du Ludoplex. Okay. Moi, je voulais faire vraiment condo, résidence senior, hôtel aussi. Puis là, il m'a dit, fais ça sur papier, Jeff. Fait que c'est ce qui est arrivé. Ça a duré 2h30 la rencontre avec le maire. Ouais. Et puis par la suite, je suis retourné, j'étais allé, là je connaissais absolument rien d'immobilier. Je savais pas c'était quoi un changement de zonage, je savais pas c'était quoi un plan, je savais rien. J'avais juste des bases de connaissances de construction et ou de protection incendie. Et puis là, j'ai rencontré un urbaniste, on a fait un plan de match, on a dessiné ma vision. Et puis quelques semaines plus tard, on a repris rendez-vous avec la maire et le directeur général, on a présenté le projet. Et Yves, il était excité, enjoué. C'est ça que la ville de Trois-Rivières attend, Jeff. Je vais présenter ça au conseil de ville. Si tu es l'élu, écoute, on va avancer de ce pas. C'est comme ça que j'ai commencé en immobilier, puis on a gagné l'appel d'offres public. Ça a été super excitant. Et, mais à ce moment-là, on n'avait vraiment pas beaucoup d'argent. Tu sais, là, c'était assez exceptionnel. Je pourrais même aller dire à un moment donné là, que quand j'ai gagné l'appel d'offres, ouais. Il a fallu que j'aille à Trois-Rivières pour faire la conférence de presse. J'ai rappelé ma mère et demandé 40 $ pour mettre du gaz dans mon auto pour aller à la conférence de presse. Le terrain était juste 2,8 millions. Là. Mais le maire de Trois-Rivières à ce moment-là n'avait pas senti
avait senti une certaine expérience, la vision qu'il voulait sur le terrain. Et c'est ce que j'ai transmis. Puis j'ai gagné l'appel d'offres quand même. Et en cours de route, on a trouvé un partenaire financier parce qu'on avait le projet. Et parce qu'on a un projet, parce qu'on a fait une implantation, un 3D, on a amené une nouvelle valorisation, une idée, une créativité. Et le partenaire financier est arrivé tout simplement. Et on a commencé à avancer dans le projet. C'est tellement inspirant ce que tu dis, Jeff, parce que juste le point où est-ce que tu as dit « j'ai appelé ma mère pour lui demander 40 $ pour aller Ouais. ». Ça, c'est fou, mais les gens ne se rendent pas souvent compte. Pour être un développeur, on n'est pas né riche. On ne fait pas 1-2 transactions puis on devient multimillionnaire. La réalité de la chose, c'est qu'on travaille énormément, des fois plusieurs années avant de pouvoir dire qu'on est riche ou qu'on a créé de la valeur financière pour notre patrimoine, etc. Puis j'aime ce que tu dis parce que tu as commencé autour d'un char à discuter avec quelqu'un. Tu n'étais pas là pour devenir développeur, tu n'étais pas là pour faire le deal, tu étais là pour autre chose, puis c'est tombé par hasard, puis tu as juste peut-être suivi ton destin à quelque part à travers tout ça. Suivre le destin, être vraiment à l'affût, à l'écoute d'un projet, puis surtout, il faut être fonceur à travers ça. Donc, c'est super important d'être fonceur et d'avancer. Donc, j'ai pris l'opportunité parce que je suis opportuniste. Un entrepreneur est opportuniste. Ouais. Mon père m'a toujours appris d'être opportuniste. Donc, on faisait du porte-à-porte avec mon père. Donc, en très bas âge, j'ai appris à être hyper opportuniste et cogner des portes. Donc, ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun parce qu'on commence tous quelque part. Puis on commence tous avec peu d'expérience, mais c'est quoi qui apporte l'expérience? Pour moi, je vais te dire c'est quoi. Pour moi, comment tu prends de l'expérience? C'est en apprenant sur le tas et en te lançant dans quelque chose que tu ne connais pas, parce que tu as obligation d'avoir des résultats parce que tu n'as pas le choix. Tu dépends de ça. Puis le succès, en général, la plupart des entrepreneurs en immobilier, les développeurs, c'est souvent ça. Toi, comment tu le vois? Moi, je suis exactement à la même place que toi. Dans l'action, il va arriver quelque chose. Parce qu'il faut comprendre que dans la business, que ce soit en immobilier, que tu vendes des tomates, que tu vendes des frigidaires, n'importe quoi, des terrains, que tu sois courtier immobilier, dans le fond, l'énergie est hyper circulaire. Donc, c'est vibratoire. Et le fait de se retrouver dans l'action t'amène à une étape. Il va arriver quelque chose qui va t'amener à une autre étape, qui va t'amener à une autre personne. Et tout ce phénomène-là, vibratoire et circulaire, t'amène à rencontrer plein de monde. Et c'est dans l'action qu'on apprend. Et c'est dans l'action par la suite qu'on va arriver à atteindre l'autre étape, étape par étape. Exactement, exactement. Puis toi, Jean-François, dis-moi, avec toute ton expérience de développement, quel a été le développement que tu as trouvé le plus challengeant à ce jour-là? Je sais que tu en as fait plusieurs, mais on veut savoir, Jean-François Carrière, c'était quoi le plus challengeant pour toi? Est-ce que c'était à tes débuts? Est-ce que c'est aujourd'hui? Puis tu sais, on apprend tous les jours. Hein? Il n'y a pas un développement facile, il n'y en a pas un mieux que les autres, mais il y en a toujours un qui nous laisse des souvenirs. Puis nous autres, on aimerait savoir c'est lequel pour toi. En fait, je serais porté à te dire probablement le premier parce que j'ai le cœur sensible à la première fois. Un peu, on se rappelle tous de notre premier baiser avec notre chum et notre blonde. Ça, on va toujours s'en rappeler toute notre vie. Et puis, ben, c'est un peu la même chose pour moi. Le premier a été hyper challengeant. Pourquoi? Manque de connaissances. Écoute, je savais pas où je m'en allais. J'avais juste un front de bœuf. Chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je savais même pas de quoi il parlait, mais j'étais à l'écoute. Ouais. Et j'ai appris hyper rapidement. Donc, moi, je suis comme une éponge. Tu vas me parler de quelque chose, je vais l'apprendre hyper rapidement. Et c'est comme ça que j'ai avancé. Mais le challenge, là, ça a été vraiment... j'étais vraiment shaké comme ça d'aller rencontrer le maire. Et puis, ça n'a aucun sens, mais... Ça, c'est challengeant, mais ça a été un challenge qui s'est fait graduel parce qu'on apprenait. Par la suite, lorsqu'on acquiert des connaissances, là, on a d'autres challenges. Parce que là, on a fait des erreurs, on ne veut pas les répéter. On a fait des sous, on ne veut pas perdre les sous de la première transaction. Ouais. Mais on veut doubler nos sous, tripler nos sous. Donc, chaque projet, heureusement, sont challengeants parce que dans la challenge, on sort d'une zone de confort qui nous permet, en tant qu'humain, de se développer, tout simplement. C'est vrai ce que tu dis. Puis, on l'a entendu, la plupart des invités qu'on a reçus ont répété un petit peu la même chose.
ils ont appris à se développer eux-mêmes, à sortir de leur zone de confort. Puis à un certain moment, il y en a qui poussent un peu plus loin. Plus c'est compliqué, plus il y a d'émotions, plus ils ont de l'adrénaline, plus ça les challenge, plus ils aiment ça. Fait que c'est comme ça qu'on pense qu'un développeur peut se développer avec le temps, parce qu'à un certain moment, tu as besoin de plus de challenge. Parce que quand tu as fait des développements puis tu as passé à travers certains problèmes, ces problèmes-là, dans les prochains développements, c'est plus des problèmes, c'est des solutions que tu as en banque. Fait qu'à un moment donné, tu peux commencer à upgrader tout ça. Là, où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est le Jean-François Carrière en coach en développement immobilier. Puis, comment ça a commencé, ça? Comment tu as décidé de devenir coach? Est-ce que c'était quelque chose que tu pensais dès le début, peut-être le devenir, ou c'est venu en parcours comme ça avec les développements que tu as fait? En fait, on a eu un parcours un peu atypique. Donc, on a eu une hyper croissance en immobilier. Ouais. Donc, en l'espace de 9 ans, plus de 50 millions en développement immobilier. Et puis là, on a avancé tranquillement pas vite. Et à un moment donné, comme on était spécialisé en commercial, je faisais énormément de stations-service à l'époque, donc des combinés, tu sais, là, Tim Hortons, avec stations-service Ultramar, Couche-Tard, etc. Ouais. Et puis, on était, à un moment donné, il y a quelqu'un qui nous a appelés pour faire de l'électrification des transports sur nos sites. À l'époque, là, je recule, là, on est en 2014. C'était le début. Et puis, il y avait 2200 chars électriques. Puis là, moi, j'ai vu cette opportunité-là. Donc, c'est là on a bifurqué un petit peu de l'immobilier. Et un peu comme Alexandre Taillefer, avec Théo Taxi, cette aventure-là s'est arrêtée assez abruptement. Puis, il y a été quelques années où est-ce qu'on a pataugé là-dedans parce qu'on avait, encore une fois, l'opportunité de pouvoir faire changer quelque chose à la terre et d'avancer. Puis, par la suite, je suis revenu en immobilier. Et lorsque je suis revenu en immobilier, là, on avait le goût d'avancer plus loin. Mais par-dessus tout, à chaque fois que je vais dans un 5 à 7, dans un événement quelconque, les événements d'Adam, Tanguay, entre autres, il y a tout le temps plein de monde qui vient me voir et qui me dit « Hey, Jeff, l'immobilier, le développement immobilier. » Puis là, je parle de développement immobilier. Ils sont tous excités par le développement, mais ils veulent tous être mes partenaires. Et je ne peux pas être partenaire avec 100 personnes. 200 personnes, ça ne fait pas de sens. Fait que c'est là l'idée a parti de faire un petit peu du coaching, de l'accompagnement. Donc, on a élaboré une stratégie, une mise en place pour faire... La pandémie est arrivée. Ouais. Donc, timing, quand ils disent le timing, c'est parfait. En immobilier commercial, il y a beaucoup de timing, mais aussi en affaires, il y a du timing. Effectivement. Donc, par le timing, on a parti le coaching en ligne, mais moi, je préfère dire l'accompagnement, parce que l'appellation coach, je le vois plus dans le sport pour moi. Okay. Donc, je suis un grand sportif, j'ai coaché des sportifs, mais j'accompagne les investisseurs, futurs investisseurs, qui veulent vraiment développer des terrains et qui veulent développer des propriétés afin de faire croître leur parc immobilier puis leur cash flow. Donc, cet accompagnement-là a commencé dès le début de la pandémie. Et là, on se disait, bon, 10-15 personnes, tu sais, dans l'année. Ouais. Mais non, la première cohorte, là, on a fait le lancement le 21 décembre 2019. Puis la cohorte, elle ouvrait le 8 janvier. On avait 22 inscriptions. Là, j'ai dit, il y a quelque chose qui se passe, là. Pourtant, toutes les écoles du Québec enseignent à acheter de l'usager. Mais il ne faut pas oublier quand même, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui a acheté un terrain, qui a présenté un projet à la ville, qui a été accepté, qui l'a construit, qui l'a revendu à un investisseur, à un autre investisseur, puis probablement que maintenant, c'est PMML qui le liste. C'est fort possible. C'est fort possible. Puis ça, c'est le fun, ce que tu dis, parce que c'est un petit peu... tu as commencé ça en 2019. Ouais. Puis tu as senti un besoin un petit peu dans les investisseurs à travers le fait que les gens t'expliquaient qu'ils voulaient te mettre en partnership avec toi. Mais en même temps, en 2019, là, on n'entendait pas trop ça du développement de terrain, puis du terrain, à part quelqu'un qui s'achetait un terrain pour son chalet ou faire du chalet locatif, ou les gens s'achetaient un terrain pour construire leur maison. Mais le développement en tant que tel, immobilier, c'était réservé aux big players. C'était pas encore quelque chose qui était dans les oreilles, puis dans le langage des investisseurs de petite à moyenne poussée, dans le fond. Puis moi, j'ai commencé un petit peu dans le même temps. Moi, j'ai commencé chez PMML en 2020, début 2020. Et c'est là que moi, j'ai dit, moi, je vais faire du terrain. Je vais faire du terrain,
Puis j'aime ce que j'entends parce que j'ai pensé à la même chose en même temps que toi. Puis en 2020, là, j'ai commencé en mars 2020, puis j'ai dit, moi, c'est ça que je veux faire. Mais tout le monde disait, Sophia, tu es folle. Il n'y a pas d'argent à faire là-dedans en tant que courtier immobilier dans le terrain. Tu ne vas pas faire de transaction avant 1 an et demi. C'est pas possible. Fais du multilogement, ça va aller beaucoup mieux. C'est sûr et certain que le multilogement, jusqu'à aujourd'hui, pour les courtiers immobiliers, c'est un type d'actif qui est excessivement réussi. Là. Ça fonctionne très bien. Mais moi, j'ai un peu pensé comme toi. Je me suis dit, on a un pays qui est immense. On a du terrain disponible à pleine grandeur dans les périphéries des grandes régions. On a un besoin qui s'en vient dans les prochaines années. Moi, je le sentais, là, qu'il allait y avoir de quoi qui s'en venait en 2020. Moi, j'ai fait un baccalauréat en sciences politiques avant de faire droit. Fait que j'ai un petit peu étudié ces choses-là, puis j'ai fait quelques cours d'urbanisme à l'Université de l'UQAM, puis je me dis, c'est pas possible, là. Le Québec reçoit autant d'immigration, le nombre d'immigrants augmente à chaque année, ils vont les mettre où, ces gens-là? Puis les grandes villes sont bien développées, mais les périphéries, pas encore. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi qui va être in dans les prochaines années? Puis 2020, on était en plein COVID, un peu comme toi. Puis toi, tu as fait ton boom là. Moi, je préparais mon boom dans ce temps-là. J'aime ce que j'entends dans ce que tu dis parce que toi, en tant que coach en développement de terrain, tu as commencé en 2020. Puis c'est aujourd'hui, en 2024, qu'on commence à voir les résultats de ces gens-là. Peut-être que tu as coaché en 2020, mais le vrai résultat qui va être excessivement payant pour toi, c'est maintenant. Mais c'est aussi dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que ce qui s'en vient dans les prochaines années, je pense, surtout au Québec, on a un besoin grandissant de développement, mais on a aussi besoin de formation. Parce que tu l'as dit tantôt, les gens, là, quand on commence dans le terrain, on ne connaît rien, on ne sait pas. Il n'y a pas énormément de ressources pour coacher un développeur. S'il y a des écoles où est-ce qu'ils font du coaching un petit peu comme ce que tu fais, mais le terrain, c'est quelque chose de récent quand même. Puis moi, ce que j'aimerais savoir un petit peu, Jean-François, toi, là, tu as commencé à coacher du monde en 2020. Aujourd'hui, tu as un très grand succès. Tu es très reconnu sur le grand public. Merci, dans les développeurs. Gentil, c'est la vérité, c'est la vérité. Puis là, aujourd'hui, en tant que coach en immobilier, surtout dans le développement de terrain, c'est quoi les challenges que tu vois le plus avec les gens que tu accompagnes? Écoute, le challenge, là, en fait, c'est toujours le même en tant qu'entrepreneur. Ouais. L'entrepreneur a peur d'aller dans l'autre step. Parce que chaque entrepreneur est super bien dans sa zone de confort. Ouais. Je vends des airs climatisés à Laval. Je suis super bien dans Laval. Maintenant, on va agrandir, on va ouvrir une succursale à Québec, on va ouvrir une succursale à Gatineau. Oh, là, ça ne fonctionne pas. Parce que dans son cerveau, c'est rendu à une autre étape. Et lui, souvent, parce que par rapport à ce qui a été son éducation, etc., il ne pensait pas se rendre là. Puis là, il a peur de perdre beaucoup et il a peur d'avancer. Donc, on a le même challenge. Les investisseurs immobiliers ou les futurs investisseurs immobiliers, ils ont des connaissances de base, ils ne se font pas confiance. OK? Parce que c'est pas parce que tu n'as jamais été investisseur immobilier que tu ne peux pas développer des terrains ou devenir développeur immobilier puis construire du multilogement et ou du commercial. C'est tout simplement fais-toi confiance parce que tout ton bagage que tu as accumulé au cours des années va t'aider énormément dans ta future aventure de l'immobilier. Ça, c'est un incontournable. Donc, notre rôle, que ce soit chez nous ou ailleurs, c'est de leur donner le petit coup pour qu'ils aillent à l'autre step. Et une fois qu'ils ont franchi l'étape de dire « oui, je suis capable », je me rends compte que j'ai l'étoffe d'un entrepreneur, puis j'ai l'étoffe d'être un investisseur, maintenant développeur immobilier. Écoute, je me fais confiance, je trust the process, parce qu'au Québec, là, il faut se le dire, les gens ne font pas tellement confiance entre Québécois. Ça, ça peut être quelque chose qui est triste, mais en même temps, faites confiance à des gens qui ont réussi. Inspirez-vous des gens qui ont réussi. Il y a plein de personnes qui ont réussi au Québec. Ce n'est pas juste le drapeau américain qui réussit dans la vie, mais au Québec, encore aujourd'hui, en moment où on enregistre en ce moment, on ne peut pas être plus fier que d'être Canadien, que comme on est là en ce moment, sans aller plus loin, mais dans le fond, les sportifs réussissent énormément aux Olympiques, puis c'est super le fun. Donc,
Faites-vous confiance, entraînez-vous, apprenez, parce que l'apprentissage là, est super important, parce que ceux qui arrêtent l'apprentissage, ils arrêtent leur croissance, tout simplement. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Puis, en quelque part, on ne pourra jamais compléter notre croissance dans tous les domaines. Puis, je pense que toi, en tant qu'accompagnateur, tu es un bon exemple de ça. Toi, est-ce que tu continues à apprendre aujourd'hui, Jean-François? Continuellement, on a investi, je pense dans la dernière année, on a investi environ 100 000 Ouais. en formation. Parce que là, il faut se le dire, on est dans l'ère apprentissage. Ce que les gens ont appris à l'école, c'est super le fun, c'est une méthode, c'est une façon d'avancer. Par contre, le vrai challenge commence lorsqu'on sort de l'université, et ceux qui arrêtent d'étudier en sortant de l'université, c'est ceux qui stoppent leur croissance. Donc, aujourd'hui, il faut toujours être continuellement en avancement. L'immobilier change, là. L'immobilier, je ne fais pas de l'immobilier aujourd'hui comme je faisais quand j'ai commencé en 2007. En 2007, je faisais 120 000 km par année à travers le Québec. Aujourd'hui, j'en fais 20 000, je suis à côté. Puis les 12 prochains mois, je vais développer mon parc immobilier à partir strictement d'une webcam, de mon ordinateur et de mon laptop simplement. C'est un nouveau challenge qu'on s'est donné. Donc, on va peu souvent sur les chantiers, mais aujourd'hui, avec les technologies d'aujourd'hui, si on les apprend pas et on s'en va pas chercher ces connaissances-là, on peut pas faire vivre le rêve qu'on veut faire en ce moment, hein, et partir 12 mois sur la route, visiter le grand pays et continuer la croissance en immobilier et continuer d'accompagner les investisseurs et futurs investisseurs. C'est vrai ce que tu dis, Jean-François. C'est tellement fou comment tous les métiers ont évolué, mais aujourd'hui, surtout dans le développement de terrain, on n'a plus besoin d'être sur les terrains pour pouvoir les explorer, les étudier. Aujourd'hui, on a tellement d'outils. Puis l'importance de l'apprentissage de la technologie, je pense que c'est quelque chose de clé. Si on n'intègre pas la technologie dans nos actions de tous les jours, c'est impossible de pouvoir suivre le marché puis de pouvoir continuer à évoluer avec le marché. Le marché est tellement changeant d'année en année. Et on en jasait tantôt avec un autre invité, puis on jasait en fait qu'il n'y aura pas de marché immobilier qui va ressembler à l'autre d'année en année avec ce qui s'en vient. Fait que si on ne s'adapte pas et qu'on ne suit pas cette poussée vers la technologie et le développement personnel, c'est ça les prochaines années, je pense, en immobilier. Toi, t'en penses quoi, Jean-François? Écoute, moi, je suis totalement d'accord avec toi. L'immobilier change tellement. Puis, tu sais, juste le développement des terrains. On est dans les développements de terrain, puis aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi créatif de faire du développement de terrain. Quand j'ai commencé, on ne pensait pas à implanter 25 à 35 d'espace vert dans nos édifices commerciaux. Aujourd'hui, c'est comme un must, 30, 35, 40 d'espace vert sur des espaces commerciaux. On ne voyait pas ça avant. Ni dans le multilogement, tu ne voyais pas ça. Aujourd'hui, il faut penser et réfléchir à une vie que ces gens-là vont avoir, et il faut qu'il y ait une belle qualité de vie lorsqu'ils vont venir visiter pour acheter, parce que c'est donnant-donnant. Si tu es dans un bel environnement, les clients vont venir consommer sur le commerçant. C'est vrai. Puis pour le multilogement, s'ils ont un bel environnement de vie, c'est exactement la même chose qui va se produire. Ils vont être contents puis ils partiront pas. S'ils partent pas, tout le monde est gagnant, parce que l'immobilier, c'est pas du short, c'est du long terme. C'est vrai, je suis très d'accord avec toi, Jean-François. Puis dans les dernières années qui ont passé, on a vu énormément d'investisseurs faire des investissements à court terme et pouvoir faire du profit à court terme. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour rester dans l'immobilier puis en faire carrière, c'est vraiment avoir un objectif que l'immobilier, c'est du long terme. On n'aura plus de possibilité de faire des transactions court terme, optimiser un terrain rapidement, le revendre, faire un boom sans pouvoir faire de développement sur le long terme. Moi, je travaille beaucoup avec des constructeurs qui achètent des terrains prêts à bâtir ou des terrains déjà développés. Puis souvent, ces constructeurs-là, ils essaient toujours de balancer leurs actifs à l'interne, d'en construire pour les garder puis d'en construire pour les revendre.
Puis ils vont faire de l'argent sur lesquels le plus, c'est ceux qui vont garder sur le long terme. Puis c'est ça, l'immobilier, c'est du long-term shot. C'est pas du short-term. Parce que du short-term, c'est bien quand on en fait un petit peu dans notre parc immobilier, mais c'est pas ça la base. C'est pas ça tes piliers en quelque part dans l'immobilier. Puis nous autres, là, je sais que tu as fait beaucoup de développement immobilier. Peux-tu nous parler un petit peu des projets que tu as faits en développement immobilier dont lequel tu es peut-être le plus fier ou un projet qui, non seulement, je pense que tu es fier de tous tes projets puis ils sont challengeants, mais j'aimerais ça que tu nous en parles d'un qui a peut-être été atypique, différent des autres, quelque chose qui est vraiment hors du commun que tu as pu faire dans ta carrière. En fait, il y en a un spécifiquement qu'on a fait qui a été un challengeant. Deux, il y avait un côté émotionnel qui était dedans, dans le terrain. On a fait un assemblage de 4 lots à Saint-Gabriel-de-Brandon. Ça, c'est dans la municipalité que ma conjointe, elle a passé quelques années, donc une partie de sa vie, elle est allée au secondaire dans le coin. On a de la famille qui reste encore à Saint-Gabriel. Et puis, on a prédéveloppé le terrain, mais ça a été quand même assez long parce qu'on avait 4 lots. On avait la traque du CP, il y avait une faillite, donc il fallait acheter du syndic, une ancienne station-service. Donc, on avait comme condition 15 jours, pas de test de sol, pas rien. C'est comme, prends la chance. Mais c'était un coin de rue exceptionnel, donc on a commencé avec ce lot-là, deuxième lot, troisième lot. Là, il y a un des voisins, parce que là, on faisait un assemblage de lots. Dans cet assemblage-là, sans le dernier lot, là, il n'y avait pas de projet. Entre-temps, je fais de la sollicitation, Tim Hortons, McDonald's, Arnois. Et puis, on avance, finalement, on finalise avec Arnois et McDonald's, on a un LOI. Super intéressant, mais là, on n'a toujours pas le dernier terrain. Le gars, le propriétaire ne voulait pas le vendre. Il voulait le vendre, mais pas à nous. Il disait qu'on était comme du drôle de monde, des exploiteurs. Donc, ça a été quand même exceptionnel parce que la municipalité a dû acheter le lot. Puis une semaine après, nous l'a revendu au même prix. Donc, on a utilisé l'outil de la municipalité. Fait que bien des investisseurs disent que la municipalité n'est pas là pour nous appuyer. Totalement faux. Lorsque la municipalité veut avancer, là, vous allez dire, il y en a qui vont dire, ah, c'est une petite ville. Non, non, ça n'a pas rapport. On fait des petites, des grosses villes, c'est la même chose. Lorsqu'il y a un projet qui est excitant, créatif, et qui va donner un gain de vie dans un secteur cible, tout le monde veut avancer. Fait que là, la ville a acheté le terrain, nous l'a revendu, et là, on avait beaucoup de... comme on avait acheté une ancienne station-service, donc il y avait 4 réservoirs de répertoriés, selon le guide du ministère. Et puis, lorsqu'on a creusé pour faire la nouvelle station, non, ça n'a pas été comme on voulait. Il y en a eu 4 autres réservoirs. Il y avait 8 réservoirs. Un dépassement de coûts, mais on avait un entrepreneur super le fun à l'époque. Donc, il nous a accompagnés là-dedans et on a encore une fois appris, parce que là, 4 nouveaux réservoirs. Donc, ça a été hyper challengeant. On a avancé tranquillement, pas vite, et puis à un moment donné, une de nos nièces est décédée de la leucémie. Puis on a nommé le site à son nom, Place Florence. Donc elle est décédée, elle avait 1 an, moins d'1 an. Donc c'était... fait que quand on passe sur le site encore, il y a encore son nom, ça vient nous chercher dans le cœur. C'est vraiment un côté émotionnel. Puis en même temps, un côté créatif, challengeant, McDonald's, carte marketing incroyable. Obstacles, parce que sont hyper rigoureux. Donc, hyper rigoureux. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendent à ce que, en tant que l'excellence, c'est une société d'excellence qui ne fait affaire qu'avec des gens qui performent, puis qui avancent, puis qui vont suivre. Donc, on a fait une sélection d'entrepreneurs qui est accréditée, donc ça l'a aidé aussi au niveau de la construction. Puis ça a été vraiment un beau projet exceptionnel. Je pourrais dire là, que celui-là, honnêtement, il est venu nous chercher autant émotionnellement que ça sur le côté de la finance. Hey, pire que ça, pendant la construction, là, on a acheté le terrain au bord de la rue. On l'a revendu à un entrepreneur parce qu'on avait une clause de non-concurrence type McDonald's, donc on ne pouvait pas faire de Tim Hortons, entre autres. Puis celui de qui on a revendu le terrain, qu'on a fait de l'argent, il a fait un Tim Hortons en face. Là. Oh wow! Fait que, tu sais, on le savait que les deux coins étaient exceptionnels. Fait qu'on a vraiment sauté sur l'opportunité de pouvoir faire une pièce parce qu'on a prédéveloppé un terrain et on savait que l'autre bord, c'était pour arriver à quelque chose
vraiment incroyable. Puis, c'est ce qui est arrivé. C'est le fun, c'est tellement inspirant ce que tu dis, puis j'aime l'émotion derrière de tout ça parce que tu as mêlé un peu le fait du coin de pays où est-ce que ta conjointe a vécu, tu as aussi mêlé ton succès à un hommage à quelqu'un de proche que tu aimais, mais tu as aussi utilisé des astuces incroyables parce qu'en allant chercher McDonald's puis le mettre là, on le sait aujourd'hui que dans les plus grandes industries à travers le monde, ces grandes chaînes internationales-là, dès qu'ils se placent dans un endroit, il y a de la création de valeur qui se fait automatiquement à côté. Tu sais, dans le développement de terrain, juste là, acheter un terrain vierge, raw, le développer, ça crée de la valeur pour les terrains aux alentours. Alors, imaginez le potentiel que ça fait d'acheter un terrain, de le développer, puis de faire implanter un McDonald's dans ce secteur-là. C'est incroyable parce que tout va prendre de la valeur dans le secteur juste avec ce move-là, en ayant choisi ce locataire-là. Mais en même temps, pour toi, en tant que développeur, c'est énormément de travail parce que pour avoir un locataire comme McDonald's sur ton site, c'est des critères à respecter au niveau de la construction, au niveau du marketing, au niveau de... C'est quasiment pouvoir faire c'est comme si tu aurais bâti un hôpital, parce que je sais comment ces compagnies-là sont exigeantes. Tu sais, je sais aussi, les stations-service, il y a énormément de challenges là-dessus. L'environnement. Au niveau aussi des clauses de non-concurrence, souvent dans ces secteurs-là, parce que dans le commercial, il y a beaucoup de ça, tu sais, les challenges de non-concurrence. Fait que, tu sais, tu prends un coin que tu dis, ah, c'est le fun, je vais faire ça, ça, ça. Mais souvent, les gens, quand ils font du développement de terrain, il n'y a pas juste le zonage, il n'y a pas juste la capacité du terrain, il n'y a pas juste les règlements municipaux, puis les règlements, puis les normes, il y a aussi les concurrents à côté. Fait que tu dois faire une étude de marché, mais pas juste une étude de marché, tu dois vérifier tout ce qui se passe. Y a-tu eu des antécédents sur ce terrain-là qui font en sorte que tu hérites d'une clause de non-concurrence, même si tu l'achètes puis tu es un nouvel acheteur? C'est fou quand même ce domaine-là commercial. Le commercial, tu sais, nous, on vient juste de partir justement de la cohorte mentorat commercial. Ouais. Puis on a parti la première, puis on a eu un franc succès, là. Tu sais, ça fait 4 mois déjà, on a plus de 20 mentorés. Déjà 14 ou 16 promesses d'achat en 4 mois. Wow. 8 ou 9 promesses de location déjà. Fait que c'est exceptionnel. Mais puis dans ce que j'enseigne, c'est qu'il faut avoir une vision dans le développement. Que ce soit du développement de terrain, multirésidentiel, mix ou commercial, 100% commercial, il faut prendre le temps, je rebondis ce que tu me dis, études de marché, regarder ce qu'il y a autour, avoir la vision de la fuite commerciale qu'il y a. Quelle est la fuite commerciale dans mon coin de pays en ce moment? Eh bien, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça, j'ai pas de ci, pas de ça. Oh, on a un besoin. Donc là, on va rechercher le terrain approprié en fonction du besoin. Et c'est comme ça que j'enseigne à faire la prospection en fonction, surtout dans le commercial, des fuites commerciales. C'est pas juste de dire, ah, j'ai un terrain vacant, puis je vais faire une promesse d'achat, puis je vais aller chercher mon locataire. Il faut aller plus loin que ça. Sinon, ça va nulle part, complètement nulle part. C'est étudier vraiment les besoins, puis qu'est-ce qui se passe aux alentours, quels sont les besoins. Puis d'où, tu sais, le multilogement, on en parle beaucoup, puis on est comme, ah, on a besoin énormément de nouvelles créations de logements. C'est la réalité. Mais dans certains secteurs, là, on a besoin plus de commercial que de multilogement. Puis ça, il y a beaucoup de développeurs qui n'y font pas attention parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils se spécialisent dans le multilogement uniquement. Ouais. Ils sortent pas de leur zone de confort pour aller faire des projets mixtes ou des projets commerciaux. Mais à certains moments, ils arrivent à un cap dans ce secteur-là, puis là, il n'y a plus de projet. Moi, j'ai énormément de clients qui m'appellent pour le même type d'actifs dans le même secteur. Des centaines de personnes qui me disent « Sophia, on veut du terrain industriel à Laval, déjà zoné industriel. » OK, c'est le fun, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a très peu. C'est ça, ben, il n'y en a pas. Oui, il y en a à 100 piastres du pied. Ben, même à ça, 100 piastres du pied, puis ils sont plusieurs à faire des offres dessus. C'est fou. Mais pour pouvoir aller, à moins que tu aies un très gros joueur et que tu as les moyens de te payer ça, si tu veux être un développeur, développer un site industriel à Laval, c'est presque impossible aujourd'hui si tu n'es pas un gros joueur. Donc, c'est sûr et certain que ce que tu parlais maintenant, j'aime ça parce que il faut que les gens puissent comprendre qu'il y a des besoins en multilogement, industriel, commercial, mais il ne faut pas que vous ayez tous à la même place au même moment.
Oui, c'est le fun parce que ces terrains-là font prendre de la valeur plus vite. Mais si toi, tu vas ailleurs où est-ce qu'il y a moins de monde, juste parce que tu as acheté là, tu viens de créer de la valeur dans le secteur. Juste parce que tu développes, tu viens de créer de la valeur à ton propre site. Moi, j'ai un de mes clients, je vais te raconter celle-là sur un terrain agricole que j'ai vendu qui a été la plus grosse transaction agricole en 2023 sur la Rive-Nord. Puis il n'y a pas eu une vente comme ça depuis 20 ans. L'acheteur m'a dit, Sophia, là, je ne sais plus ce que je fais. Juste là, on parlait de ça 2 jours avant la levée de la vérification, disant, tu dis, Sophia, je ne sais plus ce que je fais. Est-ce que je fais la bonne chose en payant ce prix-là, sachant que ça va être le plus haut prix depuis 20 ans dans ce secteur-là, au pied carré. Là, je ne suis pas certain de ce que je fais. Il dit, j'ai une petite chose dans la tête qui me dit, fais-le, puis je le veux depuis des années, ce terrain-là, mais j'ai comme peur, je me dis, ça vaut-tu la peine? Puis tu sais quoi les questions que je lui ai posées? Ah oui, non. J'ai dit, premièrement, ce terrain-là, quand tu l'achètes pourquoi? Il dit, Sophia, il dit, je sais que je vais faire du land banking avec ça, je le remets à mes enfants. Je sais que peut-être je n'assisterai même pas à son développement. Et il est tellement bien positionné aux abords de l'autoroute 15, juste à côté des grands développements qui sont en train de se faire et qui sont déjà bâtis. Puis c'est le premier terrain adossé à ces développements industriels. Je sais pas sur lequel. Ah. La deuxième, là, quand j'ai dit ça, il dit ouais. Je dis OK. La deuxième question que j'ai posée, je dis maintenant, là, ce terrain-là, si tu l'achètes plus cher que tout le monde qui a acheté dans les dernières 20 ans, je dis, en as-tu eu bien des ventes dans ce secteur-là dans les derniers 20 ans? Il dit pas trop. Je dis, mais qu'est-ce qui arrive si tu l'achètes plus cher, toi, aujourd'hui? Il dit, ben, je vais l'avoir payé plus cher, mais en même temps, je suis capable de me rattraper. Je dis, oui, le temps répare toutes les erreurs en investissement. Absolument. La deuxième chose, j'ai dit, tu viens d'acheter ce terrain-là à X nombre de dollars par pied carré. Tu viens automatiquement de faire augmenter la valeur de ton terrain. Pourquoi? Les autres vont augmenter aussi grâce à toi. Mais vu que toi, tu as été payé plus cher, c'est toi qui vas augmenter avant les autres. Donc, tu viens automatiquement de créer de la valeur en faisant une transaction uniquement. Un terrain, ça ne mange rien. Tu as des taxes municipales, tu as des taxes scolaires, tu as de l'entretien de temps en temps si tu as des arbres ou du gazon qui ressort de tes limites. Là, pour quand même. Mais tu n'es pas perdant. Et le temps répare toutes les erreurs en immobilier. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte. Ils disent « Ouais, j'ai payé trop cher. » C'est pas Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Puis, il y a des clients qui disent « Ouais, mais c'est trop cher, je ne vais pas pouvoir le refinancer dans 4 ans. » Bien, trop cher, on s'entend, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui est sérieusement trop cher, mais le marché, là, hier, coûtait moins cher qu'aujourd'hui. Puis demain, va coûter plus cher qu'aujourd'hui. Ouais, fait que, tu sais, c'est un peu ça le terrain, c'est que c'est un type d'actif où est-ce que tu as la chance aussi de te propulser plus vite que les autres. C'est un type d'actif, c'est sûr et certain que c'est un type d'actif où est-ce que tu as besoin d'avoir du courage, parce que c'est un type d'actif, là, tu l'achètes, là, il te regarde, tu le regardes, il te donne pas de sous, là. Il n'y a pas de possibilité d'avoir du revenu tout de suite, sauf du land banking avec revenu. Mais un terrain à développer avec rien du tout, c'est difficile quand même. Par contre, c'est un produit qui est capable de te donner des rendements sur liquidité après développement beaucoup plus importants qu'un immeuble. Tu vas toujours avoir de la valorisation dans un terrain. Nous, on a acheté un terrain il y a environ 4 mois, mais on avait une promesse d'achat 15-18 mois avant. Ouais. Puis entre-temps, on a fait un changement de zonage. Ouais. Bien, le terrain a triplé de valeur. Puis on était sur la couronne nord aussi, donc c'est incroyable, mais c'est ça le terrain, parce que tu sais pas ce qui se produit, mais normalement tu anticipes un peu le mouvement de la municipalité. Là, j'étais un peu dans le centre urbain, donc haute densification, je sentais le mouvement de densification. J'ai amené la ville à dire « Hey, moi je suis le dernier terrain de ta densification, là. Je peux-tu l'avoir, moi aussi? » Ouais, on réfléchit, OK, présente-moi de quoi, présente quelque chose, rencontre à toi et moi. Ah, ben ça fait du sens, ça fait du sens. Et finalement, changement de zonage, boum, 3 fois et demi la valeur qu'on a payée. Pourtant, on a fait ça sous promesse d'achat, mais c'est ça le terrain, parce que ça prend de la valeur et tu peux pas perdre. Puis aujourd'hui, si on la revend dans 1 an, il va juste valoir encore plus cher. Exactement. Puis, ce que j'aime donner comme exemple aussi, tu sais, quand tu as un bâtiment, là, ça a une durée de vie, un bâtiment. Oui. Un terrain, ça en a-tu?
Non, c'est ça qui est le fun avec le terrain. Puis c'est sûr et certain que moi, je dis toujours à mes clients, essayez de mieux comprendre le développement de terrain. C'est comme un investissement qui est une valeur sûre. Parce que ce qui va se passer dans les prochaines années aussi, là, il y en aura de moins en moins. Puis on voit déjà une pénurie de certains types de terrains dans les grandes régions. On en voit déjà un manque. On est déjà en train de parler changement de zonage dans tout. Je l'entends dans toutes les bouches. Oui. Changement de zonage, ça veut dire pénurie de terrain. Ça veut dire qu'il y aura de moins en moins de terrains disponibles. Puis moi, j'aime revenir un petit peu à l'histoire du foncier. Le foncier, là, les gens les plus riches sur la planète dans l'histoire, ça a toujours été des propriétaires fonciers. Oui. Ça n'a pas été des propriétaires... tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont été des multimilliardaires et tout ça. Mais si on prend un exemple de Rockefeller... Oh my God. Rockefeller, c'est un des plus gros propriétaires fonciers au monde. C'est complètement fou. Parce que le terrain, là, ça n'a pas de fin qu'est-ce qu'on peut faire avec. Tu pars d'une parcelle de l'eau, tu peux le subdiviser, tu peux le louer. Parce que le monde ne pense pas que ici, on est ici, là, on est à la ville de Montréal. Là. Donc, il y a environ 60% de la ville de Montréal qui est en location. Et les bâtisses au-dessus appartiennent à d'autres personnes. C'est l'amphithéose. Ouais, c'est incroyable, mais ça, le monde n'y pense pas. Mais c'est lorsqu'ils avancent dans certains programmes de formation et où ils vont jaser autour des 5 à 7 avec des gens un peu plus avancés, avec de l'expérience, qui apprennent tous ces éléments-là. Puis aujourd'hui, grâce à des capsules comme on fait aujourd'hui, on est capable de leur donner des brides d'éducation qui là, ils vont aller fouiller sur Internet. Ah, c'est quoi un bail amphithéotique? Là, ils vont aller, je suis sûr, ils vont aller fouiller. Donc, il faut qu'ils fouillent parce que c'est ça qui est le fun. C'est les astuces. Puis j'aime que tu parles de l'amphithéose parce que moi, j'ai une vieille tante qui n'est pas allée à l'école. Elle n'est pas allée à l'école. Puis, ben, elle est très âgée aussi, mais dans son temps, il n'y allait pas vraiment beaucoup à l'école. Puis elle, tu sais comment elle est devenue riche? Elle est riche aujourd'hui, là. Elle a 4 enfants qui ont tous des hôtels. Oh my God. C'est maman qui a financé. Elle, là, elle a hérité d'une grande terre. C'est pas ici, c'est en Europe, mais elle a hérité d'une grande terre. Il n'y avait rien dessus. C'était une ancienne terre agricole. Puis la terre était même plus bonne pour faire de l'agriculture parce qu'elle était asséchée. Elle n'avait pas été cultivée depuis plusieurs décennies. Puis elle n'avait rien à faire avec ça. Puis elle n'avait pas d'argent quand elle a hérité de ça. Puis quand elle a regardé ça, elle a fait « OK, là, j'hérite d'une terre géante. Vaut rien en agriculture, puis moi, j'ai pas d'argent pour bâtir. » Tu sais, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a loué. En parking. Ouais. Elle a fait un parking. Elle a fait un parking, puis avec le parking, elle a commencé à engager. Au début, c'était elle-même qui gérait ce parking-là, tout seul. Elle avait, quand elle a hérité de ce parking-là, elle devait avoir 35 ans. Elle était jeune, elle était capable encore, mais elle a mis une petite chaise, elle a payé pour avoir une barrière, elle a clôturé son terrain, puis je me rappelle quand elle me racontait cette histoire-là, elle me disait, Sophia, elle dit, j'ai emprunté de l'argent pour acheter les clôtures puis acheter la barrière. Elle dit, j'avais pas d'argent pour m'acheter un petit cabanon pour faire un petit guichet à l'entrée. Elle dit, j'avais une petite chaise. Elle dit, puis j'ai commencé à louer aux véhicules qui passaient dans le secteur parce qu'il n'y avait pas beaucoup de stationnement. Le centre-ville était très proche, mais il n'y avait pas de monde. Donc, elle a commencé comme ça. Imagine, tu reçois ça, tu as 0$ pour faire de l'investissement, le terrain ne vaut plus rien en agriculture et tu deviens multimillionnaire avec un parking. Ça, c'est ça. Elle a loué quelque chose avec rien dessus. Donc, réfléchissez, soyez créatifs, écoutez, puis avancez, foncez. Écoute, c'est incroyable parce qu'à partir de rien, elle a créé sa propre richesse. C'est absolument incroyable. Donc, l'immobilier, c'est de la créativité. Puis, exactement. Il faut être artiste, je pense. Oui, il faut être artiste à la base. Oui, il faut être vraiment des artistes à la base. Moi, je me rappelle d'avoir fait des études de marché de véhicules routiers qui passaient par jour parce qu'on a besoin de ça. Puis des fois, DJMA n'est pas présent à certains secteurs. Puis, à marquer sur une feuille, là, assis sur une chaise, là, là, assis dans le char, là, à marquer sur une feuille le nombre de véhicules qui passaient pendant 3 heures, puis après ça, le multiplier, puis là, en bas, je pouvais pas dire source DJMA, c'était source Jean-François Carrière, mais comptage à la main. C'est aussi bon. Si tu veux, tu sais que ton site a des passants,
puis qu'il y a du passage à côté dans le commercial, donc, puis tu veux avoir un locataire prime, bien, il faut que tu lui démontres qu'il y a des gens qui passent, tu vas utiliser tous les moyens. Donc, tu as moins de sous pour faire des études de marché. Fais tes études de marché toi-même. Ça fait pareil. Exactement. Puis aussi, ce que j'aime un petit peu dans le développement de terrain, c'est que c'est un type d'actif qui a toujours une histoire. Toujours une histoire. Toujours de l'émotion et une histoire. C'est vrai que dans les immeubles, il y en a aussi, mais j'ai l'impression que dans le terrain, il y en a un peu plus parce qu'il y a plus d'efforts qui est mis. Puis il y a plus d'émotions à cause que souvent le terrain, c'est quelque chose où est-ce qu'on est obligé d'aller chercher plus de ressources, plus de professionnels, bien s'entourer, avoir les bonnes personnes autour de nous. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça, Moi, là, les efforts, c'est la base. Il faut toujours faire un step de plus. Ouais. Je vais te donner un exemple. À un moment donné, on fait un projet à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Encore une fois, de station-service. Un beau shell, mais sans enseigne spectaculaire. Donc, le site ne sera pas sélectionné. Fait que là, on a fallu faire un changement de zonage. Et il a fallu que je fasse du lobby auprès de tous les conseillers municipaux. Et puis, à un moment donné, j'en avais un à aller voir. Écoute, c'est une petite ville, là, dans une porcherie, là. Là, je la regarde, bonjour, monsieur, je m'en viens vous parler du projet de l'enseigne spectaculaire. Oh, là, je suis occupé! Mets des bottes! Fait que j'ai mis des bottes à cuisse, marché dans marde pour aller parler du projet, puis j'ai vendu ma salade à travers les cochons. Pour jaser avec le monsieur parce qu'il était trop occupé, il n'avait pas le temps, mais il a compris, puis c'était super le fun. Aujourd'hui, le projet est construit. Mais tu vois, c'est ça, sortir de sa zone de confort. Ça, c'était sa zone de confort, il y avait tout, là. Il y avait du jus d'assenteur, c'était complet comme sortie de zone de confort. Bon, tu vois, ça, là, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, vraiment, puis ça donne des beaux résultats. Moi, là, ce que j'aimerais aussi que tu nous parles un petit peu, Jean-François, aujourd'hui, tu es accompagnateur pour les investisseurs, puis tu es toujours développeur aussi en même temps. C'est quoi les prochains projets que tu as en ce moment? Puis si on peut avoir une petite primeur, on serait bien content. Écoute, c'est frais, mais je peux vous dire qu'on a reçu la réception de la signature hier, justement, de 3 terrains en développement. Première phase, c'est 5 x 24 logements. On a une rue à faire. Et deuxième phase, un terrain commercial de 350 000 pieds carrés environ. Je suis déjà en discussion avec des grands joueurs. Et puis, en arrière-lot, on a tout près de 500 portes à développer. Puis, l'entente, c'est qu'il faut que je fasse ça en dedans de 5 ans. Donc, c'est tout près de 700 portes. Un projet commercial d'auto de 25 millions. Fait que tout ça brassé ensemble, là, ça frise les 175-200 millions à faire en 5 ans. Puis là, je t'avoue que celle-là, la pilule est solide. Mais, tu sais quoi? On va le faire. Ben, tu sais quoi, Jean-François? Quand tu vas terminer ce développement dans 5 ans, on va se revoir, puis on va en jaser. Puis on va pouvoir revoir ce qu'on a jasé aujourd'hui. Ah oui, ça va être fou. Tu vas être certain que tu vas l'avoir réussi parce que tu le dis aujourd'hui. Tu le dis, puis tu sais, moi j'ai toujours cru à une phrase que je dis tout le temps, puis je dis tout le temps, c'est « vouloir, c'est pouvoir ». Puis il n'y a pas une phrase plus puissante que ça que je me suis mis dans la tête quand j'ai commencé à faire du terrain. Puis tu sais, il n'y a pas beaucoup de femmes qui font uniquement du terrain. Non, mais tu sais pas quoi. Quoi? Moi là, je suis hyper surpris. Dans mes cohortes, j'ai des femmes, puis des minorités visibles. Et les minorités visibles, ça rock. Puis s'ils sont féminines en plus, ça rock encore plus. C'est vrai. Mais les femmes, là, même si on a 22% de femmes dans nos cours, c'est incroyable le niveau d'énergie qu'ils mettent à réussir. Écoute, à date, là, le record de flip de terrain qui est en train de se faire, c'est une femme qui va le faire. Bien, tu vois ça, je suis tellement heureuse d'entendre ça parce qu'on n'en parle pas assez des femmes en immobilier, puis surtout dans le terrain. Tu sais, moi, je fais affaire avec beaucoup de courtiers, puis c'est très rare que j'ai des courtiers femmes en collaboration. C'est souvent des hommes, puis c'est différent comme façon de travailler souvent. Puis moi, je trouve ça comme une force, être une femme en immobilier commercial. Je le vois vraiment comme un atout que les autres n'ont pas. Absolument. Et ça me donne une facilité de communication avec les gens. Fait que moi, je suis super fière et contente de faire ça en tant que femme, surtout dans le terrain, parce que tu fais affaire des constructeurs.
Mais en même temps, ce que tu viens de dire, les immigrants que tu as dans tes cohortes, Ouais. moi, j'ai des parents immigrants aussi. Je suis née au Québec, mais je te dis une chose, à l'extérieur du Québec, quand on sort du Québec, là, on voit que dans les pays comme en Europe, comme en Afrique, ben c'est quoi qui est le plus cher? C'est les terrains. Toujours. C'est les terrains. Puis ces gens-là qui viennent de d'autres pays, de d'autres continents, ils ont peut-être plus d'expérience de vie que nous autres parce que là-bas, ils savent que, tu sais, construire une maison, là, en Afrique, les gens construisent leur maison tout seuls. Là. Absolument. C'est quoi absolument. qui coûte les sous? C'est le terrain. Fait que c'est pour ça que quand ils viennent ici, ben, ils voient tout de suite les opportunités de terrain puis ils se disent, ben, tu sais, dans mon pays, peut-être que ça, je serais même pas capable de le faire. Fait que là, j'ai l'opportunité de le faire. En Afrique, en Europe, financer du terrain, c'est oublie ça, là. Ici, c'est difficile. Alors, imagine là-bas. Écoute, c'est toute une question d'ADN, je crois. Mais cet ADN-là, elle est transformable parce que c'est trop facile de dire « Ah, ben je viens d'une famille où est-ce que j'ai pas de parents entrepreneurs, j'ai pas de parents qui poussent, j'ai des parents soit qui ont des problèmes de boisson ou autres problèmes quelconques, j'avancerai pas plus dans la vie. » Non, tu vois, tu as un choix à faire, tu as un Y à faire et ce Y-là est entre tes mains, tu te dois d'avancer. Pourquoi qu'une de nos mentorées, elle a 3 enfants, elle vient d'accoucher du 3e enfant, elle a un enfant trisomique, elle est infirmière, puis les infirmières, là, ils en font en calvaise des heures, Oui. sans bon sens. Puis pourquoi elle a réussi dans le développement immobilier, dans le développement de terrain, alors que d'autres, souvent, ils ont des sous, ils ont une job stable, et puis ils avancent pas. C'est vraiment la question de vouloir foncer, avancer, progresser et continuer d'apprendre parce que il y a du développement à travers ça, la résilience. Donc, je trouve ça tellement impressionnant de voir ces gens-là qui réussissent. Puis souvent, ils nous demandent qu'est-ce qui t'attire à faire ça? Ben, c'est ça, voir la réussite de quelqu'un qui réussit, transmettre nos connaissances, puis d'avancer parce que je suis certain que comme courtier immobilier spécialisé dans le terrain, je suis certain de mon coup, là, je vais mettre 100 000 sur la table. Je suis sûr que t'éduques tes clients. Ben, c'est sûr parce que les clients qui m'approchent pour ça, c'est des clients qui vont souvent être nouveaux dans le terrain quand c'est des plus petits mandats. C'est sûr que moi, je travaille beaucoup le marché des capitaux, fait que je travaille beaucoup avec des gros joueurs, mais étant donné que je me spécialise dans le terrain, je suis capable de toucher à tout. Je fais de la construction neuve, je fais du terrain prêt à bâtir, je fais du terrain à développer, je fais du terrain aussi adressé à des plus petits investisseurs. Fait que c'est le fun parce que moi, j'ai tout les types d'investisseurs qui travaillent avec moi. Fait que c'est sûr qu'on éduque à quelque part, mais même en tant que courtier immobilier, on apprend à tous les jours. Tous les jours. Même avec notre bagage. Puis je pense que chaque transaction que je fais, à chaque fois que je la termine, j'en apprends toujours des nouvelles choses à chaque fois. C'est fou. Malgré l'expérience, malgré la capacité, surtout, de faire des transactions compliquées, parce que le terrain, c'est ça, c'est des transactions excessivement compliquées. Mais il n'y a pas une transaction où tu n'apprends pas quelque chose. Que tu sois l'acheteur, que tu sois le vendeur, que tu sois le courtier immobilier, que tu sois même l'avocat. Puis je te dis, moi je le sais parce que 80% de mes transactions, il y a des avocats dans les dossiers. Écoute, puis même eux, ils apprennent en processus. Puis c'est ça qui est le fun parce que c'est un domaine, c'est un type d'actif qui te pousse au développement puis au développement personnel. Puis, tu vois, à travers tout ça, toi, tu es un exemple de ça. Tu accompagnes les investisseurs, puis tu les aiguilles à travers le développement personnel surtout, ce développement personnel va les amener à se développer dans leurs investissements. Absolument. Puis, nous autres, ce qu'on regarde un petit peu dans tout ça, Jean-François Carrière, en tant qu'accompagnateur, quelle est l'erreur que tu vois le plus souvent arriver dans les développements de tes mentorés? Je pense que c'est propice à pas mal à tous les investisseurs. OK. C'est souvent, on va partir, tu sais, moi j'arrête pas de dire, il faut que tu établisses ta vision, tes objectifs, puis ton plan de match. Okay. Si tu n'as pas ces 3 éléments-là, tu ne pourras pas avancer en immobilier. Ta vision, c'est quoi? 100 logements, 10 logements, peu importe. Tes objectifs pour atteindre ta vision. Oui. Puis ça te prend un plan de match pour atteindre tes objectifs, pour te permettre d'atteindre ta vision. Donc, à partir de là, eux autres, oui, mais c'est pas ça qu'ils retiennent. Ils veulent retenir du technique. Le changement de zonage, le ci, le ça. Fait que là, ils partent. Là, ils s'en allent en prospection.
Ah, un terrain là, un terrain de 100 millions là, un terrain de 10 millions là, un terrain de 2 millions là, un terrain de 500 000, là, là, ils s'en vont partout en même temps. Là, à un moment donné, là, 3 mois passent, 4 mois, ah, Jeff, là, ça avance pas. OK? Lequel de ces éléments-là rencontrait tes objectifs personnels de base pour atteindre ta vision que tu voulais faire? Ah, c'est celui-là. Ben, pourquoi celui-là, tu continues à avancer avec? Lâche-les. À un moment donné, va sur ce que tu peux réaliser. Je sais que tu veux le réaliser, lui, là, il est beau, là, mais le terrain, là, il est 6 millions, là. Ben là, peut-être que celui-là, en ce moment, il fait l'affaire. Focus. Quand t'en as un, là, réalise-le, là. Puis après ça, on ira à d'autres. Parce que c'est toujours la même chose. Ils veulent s'éparpiller, ils veulent tout faire en même temps au début parce que c'est excitant. C'est juste l'adrénaline, l'excitation du nouveau challenge de vouloir avancer. Ils finissent tous par refocuser et de revenir à la base. Et là, ils avancent et ils réussissent à mettre la main basse sur un terrain. Puis quand ils ont l'os, ils lâchent pas. Tu le sais, mettons, à Montréal, si tu fais un projet à Montréal, c'est tough. Ah oui, ça c'est vrai. Fait que les projets, des fois, avant qu'ils soient acceptés à Montréal, c'est pas vite. Je leur dis tout. À Montréal, c'est plus long. Ouais. Mais moi, j'ai fait la même erreur au début. Ah, l'immobilier m'a changé ça, tu vas voir ça. Moi, je vais signer mes baux rapidement. Moi, je vais avancer. Non. L'immobilier, c'est l'immobilier. C'est de la patience. Demande du temps. Donc, malheureusement, ça prend du temps. Donc, mais 12 mois plus tard, c'est pas la fin du monde si t'as ton changement, ton projet est approuvé. Hey, tu l'as le billet de 6,49 là. Tu sais, là, il y en a qui achètent du 6,49, ils savent même pas s'ils vont gagner. Là, tu as fait une promesse d'achat, elle est acceptée, tu as ton billet dans les mains, tu vas faire de l'argent, accomplis-le jusqu'au bout. Il te reste juste à marcher vers l'entité pour cacher. Donc, va jusqu'au bout. C'est vrai. Focus sur ton premier. Une fois que le premier est fait, on ira voir les autres. Puis c'est vrai que quand le premier est fait, ben, les autres sont plus faciles après. Pourquoi? L'ego embarque, la confiance, on bombe le torse, on est confiant, on avance, on a eu des réussites, on se félicite hein, sur l'épaule, on est content, on a le sourire, ça affecte notre sourire, tout de même la famille autour parce qu'on a eu une réussite. C'est incroyable. Des bébés réussites. Bébés réussites, j'arrête pas de le dire, faites des bébés réussites. Moi, au début, ça a été plus long. J'étais sur des gros deals. Hey, c'était long, là, sur des grosses patentes, là. C'est vrai. Ça peut prendre énormément de temps sur des gros deals, puis c'est sûr et certain qu'il faut être patient, puis il faut être capable aussi de travailler en parallèle pour pouvoir cash out aussi, tu sais. Exact. Moi, ce que j'aimerais savoir, Jean-François, c'est quoi, si tu aurais 3 astuces à donner à n'importe quel développeur de terrain, ce serait quoi? Bon. Il y a 3 astuces, j'aime ça parce que là, c'est le 3 astuces, là, c'est le croisement de 3 actions qui est dans le centre. Moi, j'appelle ça l'œil de l'immobilier. Okay? C'est un triangle. Dans le triangle, en bas, il faut toujours que tu fasses ta base, il faut qu'elle soit solide, comme une pyramide d'Égypte. Fait que la base, ici à droite, tu vas faire du flip de terrain. Pourquoi? Toujours avoir de l'argent dans tes poches. Redéveloppe, vends. Achète un immeuble, revends. Mets de l'argent dans ta canisse pour, en cas que tu vas faire face à des imprévus et ou de l'argent pour développer d'autres choses. Ton autre base, construis des immeubles pour augmenter tes actifs à long terme. Court terme, long terme. Puis en haut, dans ta pointe de ton triangle, c'est le partenariat. Et pas peur de faire du partenariat de flip de terrain et du partenariat de construction. Quand tu comprends ça, là, quand tu fais des cercles dans chacune de tes pointes, tu vas remarquer dans le milieu, ça fait un œil. Mais mets le signe de pièce, là, c'est le croisement de ces 3 actions-là qui va te permettre de faire de l'immobilier comme un bulldozer rapidement. C'est ce que j'ai fait. Je me l'ai fait enseigner comme ça par des gens qui ont des centaines et des centaines de millions d'actifs. Ils m'ont toujours dit, Jeff, il faut toujours que tu aies de l'argent dans la caisse. Jeff, il faut toujours que tu construises des immeubles. Merci. Ça, c'est une astuce, là. C'est une astuce incroyable parce que ça donne des bases, mais ça donne aussi un équilibre et ça te permet aussi de continuer à rouler. Parce qu'un triangle, au final, c'est 3 points qui peuvent se toucher continuellement. Puis, on passe du point A au point B, du point B au point C et on revient au point C. Le partenariat, c'est ce qui va lier le tout. Puis, le premier point,
ne peut pas vivre sans l'autre parce que c'est lui qui ramène à manger, c'est lui qui ramène le pain et le beurre pour pouvoir aller chercher l'investissement qui va être la base, qui va rester à long terme. Puis ça, c'est le fun parce que, en quelque part, dans tout ça, ce que tu dis, Jeff, c'est que le fait qu'on construit des immeubles pour garder à long terme, on en parlait il y a quelques minutes, c'est là ton gravy. Parce que c'est eux qui vont t'apporter le plus de valeur sur le long terme en les gardant. C'est eux qui vont te faire faire de l'argent. Puis les flips de terrain, où est-ce que tu achètes un terrain, tu développes, tu revends, ou que tu achètes un terrain, que tu développes, construis et revends, ou que tu fasses des partenariats pour faire un flip de terrain rapide, que tu achètes un terrain que les gens ne voyaient peut-être pas le potentiel, puis toi tu le vois, puis tout de suite tu fais une revente rapide, c'est ça qui te permet de rester liquide et qui te ramène à liquidité. Puis surtout dans le terrain, au niveau du financement, c'est un peu plus difficile que dans les autres types d'actifs, où est-ce qu'on a des immeubles existants, où est-ce qu'on est capable d'avoir des institutions financières et des prêteurs, je te dirais, des prêteurs A pour aller financer. Dans le terrain, c'est un peu plus compliqué, d'où l'importance de rester liquide et de continuellement avoir une section qui fait en sorte qu'on ramasse de la liquidité. Parce que dans le terrain, tu n'as pas de liquidité, tu ne peux pas avancer. C'est beaucoup plus compliqué que dans les immeubles existants. Par contre, il y a des acheteurs que moi, j'ai travaillé avec, les autres, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas de scène, ils font des acquisitions pareilles parce qu'ils sont créatifs puis ils sont capables de travailler quand même avec des prêteurs privés. Il y en a un, à un moment donné, il me dit « Sophia, mon prêteur me charge, là, c'était dans le pic l'année passée, me charge 15 % de taux d'intérêt. » Là, je lui dis « Écoute, c'est quand même énorme ce que tu vas aller gambler, là. C'est 15 % de taux d'intérêt. » J'avais excessivement peur pour l'acheteur, puis j'essayais même de le freiner parce que je me suis dit, hey, ce gars-là, il s'en va pour acheter un terrain à 1,8 million, à 15 % d'intérêt, puis ce gars-là, il vendait des thermopompes. That's it, là. OK? Lui, j'aimerais ça le rencontrer parce que c'est la bonne méthode. Moi, j'aime ça. J'adore ça. Je pourrais te le présenter. J'adore ça. Je la regarde, je suis comme, OK, tu vends des thermopompes, tu as une petite entreprise, ça va quand même relativement bien. Ton entreprise, il n'a pas fait d'immobilier, c'était sa première acquisition pour investissement, puis il était prêt à gambler de prendre le terrain à 15 % de taux d'intérêt. Fait que j'ai fait, OK, wow, je vais parler avec l'acheteur, on n'est pas là pour faire uniquement des deals, on veut que les deals de nos clients réussissent, puis je veux qu'ils m'appellent et qu'ils disent, hey Sophia, tu sais quoi, voici ce que j'ai fait sur le terrain. C'est ça qu'on cherche. Ouais. Fait que je l'appelle, je dis, hey, on va se rencontrer. Moi, je veux jaser avec toi. C'est quoi ça que tu vas assumer 15 % de taux d'intérêt? Je dis, il y a des prêteurs qui peuvent aller plus bas. Puis pourquoi pas aller chercher un prêteur comme un partenaire où est-ce que ça va amoindrir tes coûts au lieu de faire une acquisition flyée comme ça. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, Sophia, hein? Il dit, ce que tu sais pas, c'est que moi, j'ai déjà un prêteur B en arrière qui va faire en sorte que moi, je vais être capable d'aller chercher mon financement 30 jours après l'acquisition parce que je vais être propriétaire occupant, parce que je vais déménager mon petit bureau de thermopompe là-dedans, puis je vais être financé à 100 %. Puis je dis, ben pourquoi qu'on ne le fait pas tout de suite? Puis là, c'est là que ça a parti. On a trouvé une solution. Ce que moi, je lui avais proposé, c'est que cette personne-là avait déjà un condo commercial qui occupait pour son entreprise, mais étant donné que le condo commercial, c'était son head office, il ne pouvait pas acheter avec un financement propriétaire occupant dans l'autre terrain. J'ai dit, pourquoi tu n'ouvres pas une deuxième division, étant donné que ton entreprise a plus que 5 ans, que les revenus de l'entreprise vont bien dans les 5 dernières années, ils doublaient chaque année. Je dis, ben, on va faire une nouvelle division de ton entreprise. Tu vas aller créer une nouvelle incorporation. Parle avec ton fiscaliste. Toujours très important de parler avec nos fiscalistes parce que c'est eux qui vont pouvoir nous aider à travers tout ça. Parle avec ton comptable. Essaie de voir si on n'a pas la possibilité d'ouvrir une nouvelle division de ton entreprise. Et cette nouvelle division va être dans cette nouvelle adresse. Et cette nouvelle adresse va pouvoir être financée par un financement propriétaire occupant. Et ton entreprise, c'est elle qui va être comme backup financier, comme garantie pour la banque. Fait qu'on a étudié cette possibilité-là. Je me rappelle comme aujourd'hui, Sophia, t'es folle. C'est quoi ça, financement 100 %? Ça n'existe pas. Ben oui. Là, je dis, ben écoute, je dirais pas son nom, mais il va se reconnaître. Sophia, j'ai dit, ça se peut. Je dis, on va pouvoir le faire. Fait qu'il a appelé son fiscaliste, il a fait les démarches, tout ça, puis il a appelé son banquier, puis son banquier lui a dit, ben oui, ça existe. Il dit, en autant que tu prouves que tu vas occuper les lieux, là, puis tu vas vraiment mettre une division là-dedans. Ben, you know what? Il l'a fait. Il l'a fait. Il a financé à 100 % son acquisition.
C'est une acquisition qui a été faite récemment aussi, qu'on a notariée en mars 2024 à Terrebonne. Rock and roll. C'est un terrain qui va maintenant, lui, il l'occupe pour son entreprise. Finalement, il a décidé que son condo commercial, il le louait, puis il déménageait à son entreprise là. Non seulement ça, puis avec le fait que son condo commercial, il le loue, puis son condo, il est payé parce qu'il l'avait déjà acheté. Les revenus de ça, il les met on the side, il les utilise pour faire le développement du terrain, puis il va faire du mini-entrepôt là-dessus. Wow! Fait qu'imagine, avec $0. Puis ce gars-là, il est parti avec 15 % de taux d'intérêt d'un prêteur privé, puis il n'avait pas peur de le faire. Puis je disais, pourquoi tu fais ça? Il y a d'autres solutions. Mais ce que j'ai aimé, c'était sa drive. Ouais. Sa drive, puis son courage, parce qu'il savait qu'il devait prendre ce terrain-là. Puis il était engagé à le réussir. Exactement. Puis tellement il était engagé, la solution est arrivée tout seul sur la table. On part de 15 % de taux d'intérêt avec un prêteur privé à 0 % de mise de fonds, financé à 100 %. Oui, il y a du taux d'intérêt, mais financé à 100 % versus 15 % de taux d'intérêt aussi avec mise de fonds, c'est pas la même chose. Là. Pas pareil. Fait que tout ça pour dire que le terrain, c'est continuellement être à la recherche de solutions, continuellement. Puis moi, ce que j'aimerais, Jean-François, pour closer un petit peu tout ça, j'aimerais ça que tu nous dises comment tu vois le marché immobilier de développement, surtout dans le terrain, dans les prochaines années. Qu'est-ce que tu penses qui seront les nouvelles tendances? En fait, on retourne aux sources, moi, ce que je remarque. Tout le monde parle que c'est l'usage mix. Ah, l'usage mix, c'est nouveau. C'est pas nouveau. Montréal s'est construit comme ça. Québec s'est construit avec l'usage mix, rez-de-chaussée commercial et en haut. Mais si on se promène même dans certains secteurs, on a même de l'industriel avec du résidentiel. Donc, il faut avancer sur le plus de valorisation possible, densification. Ce que les gens ne voient pas, c'est vraiment dans leur usage mix, le commercial va venir. Commercial, il faut faire attention, avec un triple A. Pas nécessairement avec... j'aime beaucoup les coiffeurs, là, ça en prend, ben, malgré que moi, j'en ai pas besoin. Mais disons que on va y aller avec du triple A, ça va venir vraiment valoriser les immeubles à usage mix. Et on le voit, c'est même si on s'en va dans les plus 3e, 4e, 5e couronnes, on a encore maintenant, il y a encore du développement d'usage mix qui se fait, même dans des petits centres-villes, même si c'est juste 2 étages de résidentiel. Pas obligé de toujours faire des tours qui vont jusqu'au ciel, c'est pas ça l'idée, mais l'usage mix va toujours être de prédilection. Et les milieux de vie vont être accentués. Donc, accentuer la diminution de la pollution, ça vient avec. Donc, on voit maintenant de plus en plus de municipalités, on voit du 0 espace de stationnement par logement, 0,5 dans la municipalité de Québec, entre autres. Donc, c'est hyper tendance. On va enlever les véhicules de plus en plus dans les centres-villes. Donc, il faut réfléchir énormément dans ces terrains. Et si on fait des développements de terrains de plus grande envergure, il faut penser à avoir une mixicité de plusieurs produits dans un grand terrain afin de pouvoir desservir le plus de gens possible. Puis d'intégrer tous ces gens-là. Souvent, ils me disent « Ah, ça nous prend des logements sociaux. » Non, on ne veut pas faire des ghettos. On veut intégrer les logements sociaux avec nous à la place. Dans un édifice de 100 logements, allons-y avec un bon pourcentage pour les intégrer. S'ils sont intégrés, ils vont probablement également vouloir sortir de leur idée parce que si tu te tiens avec des gens d'un certain niveau, ben, tu vas vouloir aller à ce niveau-là. Fait que c'est la même chose pour eux autres. Tu sais, on se le dit, nous, les entrepreneurs, il faut se tenir avec des gens de plus haut niveau que nous autres. Pour atteindre ce niveau-là, ben, pour eux autres, c'est la même chose. Exact. Fait que de là, les intégrer dans nos projets, c'est hyper important. Donc, c'est énormément de réflexion avant même de plancher quelque chose sur la planche à dessin, comme on dit. Excellent. Mais écoute, Jean-François Carrière, je te remercie pour toutes les astuces, le partage qu'on a eu aujourd'hui, qui a été très enrichissant, très intéressant aussi, et qui, je pense, va pouvoir aider plusieurs penseurs à penser différemment pour le marché de développement de terrain de demain. Merci d'avoir été avec nous
Merci, Sophia, de m'avoir reçu. Puis tu remercieras Adam également, Adam Tanguay, que je sais que vous êtes en collaboration ensemble. Puis c'est super le fun. Également, je pense, sa collaboratrice, Sarah, oui, oui. On a un chef d'orchestre en arrière de tout ça. Écoute, c'est toute une équipe. Je sais que ça se fait pas juste du jour au lendemain. On a une idée, ça part. Mais c'est vraiment un ensemble d'équipes que vous faites. C'est extraordinaire pour le développement de terrain. Aujourd'hui, il faut arrêter de penser que d'acheter des immeubles usagés, c'est le fun, les immeubles usagés, mais il manque 1 190 000 logements d'ici 2030, c'est la SCHL qui dit. Et si les investisseurs continuent à acheter des logements usagés, vous ne participerez pas à ce tsunami d'argent-là qui s'en vient sur le marché. C'est pour vous. Merci, Sophia. Merci, Jean-François. Merci.